Patrizia Bella, c'est une star. Voilà. Oui. Il est venu exprès parce que tu étais de Rome. À Rome. Oui. Et à Rome, parce que là, il y a un concours. On va voir ce soir si mes cousins piémontais vont aimer plus. Mes invités d'Alessandria. Oui, parce qu'il avait peur. Donc il a amené d'autres amis. L'équité sportive. Pour être juste. Et donc, on va voter la meilleure recette, ou en tout cas la meilleure façon. Celle qui plaît, non, celle qui plaît le plus. Oui, voilà. Celle qui plaît pas le la plus. meilleure, mais celle qui va plaire le plus. Mais toi, tu as apprendre la recette. Alors, j'ai triché. Je suis un très mauvais joueur. Je suis du signe du lion, donc c'est très difficile. Donc, j'ai été au restaurant Il Pomidoro de San Lorenzo, qui était, alors j'ai écrit un livre qui sur la base de Pasolini. Et Pasolini, la nuit où il est mort, a été dîner dans ce restaurant pour la dernière fois de sa vie. Oui. Et c'était donc le Pomidoro, le restaurant était de Aldo Bravi. Et Aldo Bravi, c'était son fidèle ami, fidèle ami. Oui. Et donc il a mangé là-bas le dernier soir. Donc j'ai eu un très grand honneur d'être accueilli par la fille de Aldo Bravi, qui a raconté notre histoire et comme elle a connu Pasolini. Il y a surtout son mari, qui était quand même le chef depuis tellement longtemps aussi, et qui m'a donné quelques conseils pour me porter les couleurs de la cuisine romaine traditionnelle et gastronomique haut. Donc voilà, donc j'ai double pression, démontrer à Marine que je suis un chef, et ensuite, démontrer que j'ai bien écouté la leçon du chef Amedeo du restaurant Il Pomidoro. Voilà. Mais Amedeo, tu es allé dans les cuisines. Oui, non, dans la cuisine avec la brigade. Voilà, et tu as cuisiné avec. Voilà, et j'ai fait le marmiton, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout préparé comme j'ai préparé. Ben voilà, donc il y a de la tricherie. Ça s'appelle le sofrito. En français, ça s'appelle un mirepoix. Alors le mirepoix, ça vient de très ancien. Et c'est ce fond de sauce qui va servir de fond de sauce. Donc c'est du céleri coupé très petit, carottes coupées très petit, oignons jaunes coupés très petits, quelques dés de jambon de Parme, donc des talons, si vous arrivez à demander à votre boucher ou charcutier, le talon de jambon. Le talon de jambon est beaucoup plus gras que le jambon de Parme classique. Et on n'a pas besoin d'avoir le fondant du jambon qu'on va apprécier en bouche. Là, on a besoin de la saveur. Donc il faut que le fumet de ce mirepoix soit un peu relevé par ce jambon-là. Donc dans la recette de Marina, elle a utilisé la couenne de porc, parce que là, on est dans le Piémont. Et le maiale, le porc, était l'aliment le plus utilisé par et la pancetta. J'ai mis aussi la pancetta fraîche. Mais elle est partout cette Marina Mirolio. J'espionne, je regarde comment. Voilà, comme moi hier. Hein, voilà, hier c'était toi qui m'espionnais, et maintenant c'est moi. Donc j'ai rajouté un peu de céleri, parce que la base de la recette de romaine, ça sera le céleri. Et donc d'oignons, de persil. Voilà. Il faut vraiment que ça cuise longtemps. Il faut que, comme disait Marina hier, il faut que ça apparaisse, mais il faut que ça disparaisse ensuite dans la sauce. Donc c'est ça qui va donner tout le fond de sauce. Le fond de sauce est très important. Et chaque fois que vous faites un plat, il faut préparer ce mirepoix. C'est très important, même pour les plats français. Dans tous les plats de sauce, de ragoût, on appelle ça le ragoût italien, qui vient du mot français ragouter, donc cuire, mijoter petit à petit et à feu doux. Donc ce ragouter a besoin d'avoir une base de fond de sauce par rapport à ces légumes qui vont donc fondre en bouche et fondre dans la sauce. Donc les deux phases les plus importantes, c'est ça, c'est-à-dire faire revenir la viande et la brunir, vraiment la brunir très fortement, mettre le vin blanc pour le déglaçage, et là on le voit. Donc toute la cuisson qui a été faite auparavant, voilà, on voit cette sauce ici qui est brune, et ça c'est le déglaçage et la récupération des sucs. Donc là on bientôt
Le vin blanc, vous ne le sentez pas effectivement, mais on sent l'alcool qui s'évapore. Et on va attendre la fin de l'évaporation de l'alcool pour ajouter donc, ce que j'ai mis auparavant ici, qui est donc la sauce tomate basiliquée qui a travaillé tranquillement 3-4 heures ce matin. Parce que vous ne pouvez pas mettre la tomate comme ça fraîche non plus. Il faut que la sauce est mijotée auparavant, parce que là on est avec un morceau de bœuf qui est déjà âcre et a un goût très fort. Et il faut enlever absolument l'acidité de la tomate. Donc là, à feu doux, cette sauce a mijoté tranquillement. On a préparé également un fond de bouillon de légumes, donc toujours bouillon de légumes très frais. Au moment où on va mettre la tomate, on mettra ensuite le bouillon de légumes. Mais ce qui est très important, c'est d'attendre que les deux, voilà, il faut faire les deux plats à la fois. Donc ça demande une préparation préalable assez important. C'est-à-dire tout couper les légumes petit à petit auparavant, couper les morceaux de bœuf et attendre que les deux, et faire la sauce tomate bien sûr en avance. Voilà, tout ça c'est les préparations qu'il faut faire. Je ne les ai pas fait là, sinon on allait perdre énormément de temps, donc il fallait préparer ça à l'avance pour qu'on puisse maintenant assembler les plats ensemble. Donc en coupant, il faut un bon couteau, mais on arrive à couper le morceau et retrouver donc la viande qui est bien présente ici. Bien sûr, plus le morceau va être gros, plus le morceau va être difficile à couper, ça c'est évident. Par contre là, je voudrais vous faire noter que c'est vraiment un morceau de bœuf de très grande qualité, avec une chair très belle. Regardez comme elle s'ouvre facilement. Le côté muscle, hein, donc on peut suivre la veine du muscle. Voilà. Et vous voyez que la chair, alors il faut également que la chair soit, la queue soit grasse. Il ne faut pas que vous enleviez non plus tout le gras. Hein, le gras est très important pour donner le goût au niveau de la viande, mais il faut que le muscle réponde. Voilà. Là vous avez vraiment une viande appétissante, une viande de grande qualité. Et chaque fois que vous allez ouvrir un peu ce morceau-là, vous allez voir, voilà, là on va resuivre le côté muscle. Voilà. Vous voyez que donc c'est pas du roast beef, mais pas loin, parce que là on est vraiment dans le tendre, dans le tendron. Voilà, c'est pas de la hampe, mais on y ressemble. Voilà, vous avez le côté filamenteux du muscle qui va donner toute cette sensibilité. Alors, là pareil. Est-ce que mon cousin a bien choisi la viande? Oui, c'est un bœuf qui était dans la nature et qui devait courir et qui devait donner des bons coups de queue aux mouches. Parce que là, il faut vraiment que je remercie Vittorio et Loredana. C'est la boucherie qui est un bijou qui est à Monferrato. Voilà. Donc lui, il choisit vraiment les petits quand vraiment ils naissent et après il les suit jusqu'à moment où on sent qu'il y a de l'amour des bêtes. Et la bête n'a pas souffert. C'est ça. On le sent. C'est que déjà elle a bien vécu. Elle a bien vécu et bien traité. Donc c'est merci. C'est quand même un bœuf assez jeune, hein, donc c'est bien du 3 ans, pas plus. Même pas, je pense que c'est 2 ans et demi. 2 ans et demi, voilà. Elle m'a dit qu'il est très jeune. Donc, parce que la couleur de la chair, voilà. À Rome, c'est minimum 3 ans. Plus de 3 ans. Voilà. Pour qu'elle soit plus forte au goût. Voilà, parce qu'ils aiment le goût très fort de la viande, donc il faut que le goût soit fort. Donc d'habitude, à Rome, la viande est un peu plus grenat, on va dire grenat, que rouge. Rouge rosé que comme elle est là. Voilà. Mais du coup, on la fait cuire moins longtemps parce que quand elle va cuire moins longtemps. Parce que puis même là, le côté filamenteux de la viande, on voit tout de suite que c'est une viande fraîche. Et une viande qui va être tendre. Voilà. Ça se voit tout de suite. Ce qui est très bien par contre, c'est qu'il y a suffisamment cette partie grasse qui va apporter tout le goût au plat. Exactement. Et surtout à la sauce tomate d'arrière. Super. Voilà. Je te laisse continuer à te battre avec la queue pour l'ouvrir. Voilà. Mais est-ce qu'il faut aller dans les jonctures ou est-ce qu'à n'importe quel endroit? Non, le problème c'est qu'il n'y en a pas. Ah, il n'y a pas de joncture. Là j'ai réussi à la couper en 3 morceaux.
Et là, après, ça sera difficile. Parce qu'il faut le grand couteau, la machette, non? Voilà. Il faut y aller à la machette. Là, c'est des assassins. Ouais, là, il faut que vous ayez un couteau de serial killer. Ouais. Et moi, j'avais pas ça. Je suis désolée. Alors, ce qu'on va faire, si on n'arrive pas vraiment à l'ouvrir, on la cuit comme ça. C'est qu'on va essayer d'ouvrir au maximum. Voilà. Ça super. C'est très bien. Voilà, donc, parfait. Mais on peut la couper comme ça. Oui. La faire frire. Oui. Et l'os va se réduire un petit peu dans la cuisson. D'accord, il va s'attendrir. Voilà, et sinon, j'ai peur d'abîmer le couteau par lui-même. Oui. Mais le résultat est primordial parce que là, on voit vraiment le vrai morceau. Je vous ai montré tout à l'heure celui-ci. Mais voilà, ça c'est le vrai morceau de queue de bœuf habituel. Et là, on voit la qualité de la viande. Puisque la viande se détache par elle-même. Donc, ça, c'est un signe de grande qualité de viande. Voilà. Vous avez souvent des queues de bœuf que vous allez retrouver dans le commerce qui sont là. Alors, quand vous trouvez des queues de bœuf qui sont de qualité moyenne, on va dire, il faut absolument les ébouillanter auparavant. Donc, vous préparez une grande casserole d'eau chaude, vous plongez la queue de bœuf dedans, quelques minutes. Vous entendez que l'ébullition se refasse, et là, vous les ôtez et vous les épongez. Puis, on peut également les singer avec de la farine. Mais là, sincèrement, c'est pas la peine puisque la qualité de la viande est parfaite. Et en les singeant, vous apportez également cette consistance de retenir la viande avant de les saisir à la poêle. Alors attention qu'à Rome, on va vous servir, normalement dans les familles, peut-être un peu moins dans les restaurants, mais on va vous servir le morceau de bœuf posé comme ça, avec toute la sauce et toute la sauce ragoûtée, le ragoût de sauce dessus. Et ça ne se mange pas avec un couteau ou une fourchette. On va dire c'est comme nous les côtelettes d'agneau en France. Voilà, si vous commencez à couper avec la fourchette, le couteau, la côtelette d'agneau, ben, il ne va pas rester grand chose à manger. Donc on ne jette rien de la nourriture là, donc ça se mange comme ça. Donc normalement, vous mettez une grande serviette. Normalement dans les restaurants, ils vous servent avec un grembiule plus grand que le mien, et on vous sert la queue de bœuf. Et comme ça, vous pouvez la prendre et la manger, et vous allez gratter toute la viande qui est autour de l'os. Déjà, la viande va être tendre et va se déchirer seule, mais il faut là. Donc, vous aurez une belle bouche de clown à la fin de la dégustation. Et normalement, comme on dit en Italie, vous allez prendre le morceau de pain et faire scarpetta, c'est-à-dire reprendre toute la sauce avec le morceau de pain pour récupérer tout ce bon goût de sauce à la coda della vaccinara. Et c'est pour ça que la coda della vaccinara, le terme vaccinara vient des vaccinari. Alors vaccina en dialecte romain, ça veut dire la vache, le bœuf. Et donc c'était les ouvriers des abattoirs de Rome qui travaillaient à enlever déjà tous les poils de la peau des bêtes, récupérer donc la peau pour les donner aux tanneurs qui étaient dans les quartiers suivants, puis découper tous les morceaux. Par contre, tous les bons morceaux de viande étaient vendus à la bourgeoisie romaine, à la noblesse romaine, au prélat du Vatican, et tous les bas morceaux, ce qu'on appelle dans la boucherie en général le 5e quart, quinto quarto en italien, étaient donnés aux ouvriers. Donc ils n'étaient pas payés en argent, ils étaient payés en morceaux de viande. Par contre, il y avait également là une classification entre l'ouvrier boucher spécialisé et les étapes successives jusqu'à l'apprentissage. Donc on fait toujours la même opération qu'a fait Marie hier tout à l'heure pour sa recette piémontaise, même pour la recette romaine. Il faut prendre des morceaux de queue de bœuf et les faire revenir à feu vif dans la poêle. Et surtout leur donner une très très belle couleur. Il faut absolument que la couleur soit prise, voilà. Et déjà il faut attendre vraiment que cette couleur-là se fasse. C'est très important parce que sinon la viande ne va pas être saisie. Il faut que la viande se resserre. Donc il faut que ce soit le feu vif
Il ne faut pas qu'on voit de traces de sang, par exemple, comme ici. Là, la même chose. Voilà. Donc, on va rajouter quelques grains de genièvre. Au départ, j'ai mis également quelques grains de poivre, car la cuisine romaine est très poivrée. Il y a la recette également cacio e pepe. On a mis quelques grains de clou de girofle et des grains de poivre auparavant dedans. Donc la viande est bien saisie. Les grains de genièvre vont donner également ce parfum supplémentaire pour ôter la crotté de la queue de bœuf. Et là, on va donc déglacer au vin blanc. Alors très, très important, ce n'est pas le vin rouge de la recette de Marina. Donc à Rome, ça sera la recette avec le vin blanc très sec. Et ça va ôter tous les sucs de la viande pour faire relever le goût et récupérer les sucres pour la sauce ensuite. Voilà. Alors maintenant, on voit que la sauce est devenue de plus en plus brune. On va... Voilà, elle a énormément réduit. Les morceaux de queue de bœuf sont bien brunis. Voilà. Et on va sentir au nez. Voilà, là, on n'a plus du tout les vapeurs de vin blanc et les vapeurs d'alcool. On a vraiment le goût de la sauce de viande, qui donne vraiment ce parfum. Alors, la différence entre la recette de Marina, je disais tout à l'heure, et la mienne, c'est qu'elle a mis le vin rouge, tout à couvert de vin rouge pour faire, donc là, ça s'appelle daubé. Alors, ne pas abîmer, daube, comme le mot daube en français, donc daubé, c'est-à-dire de recouvrir la viande par du vin rouge. Moi, j'ai mis simplement peu de vin blanc sec, mais pour exhaler donc le goût des sucs et faire relever le goût des sucs de la poêle sur la viande. Donc ça, c'est la différence fondamentale entre les deux cuissons, qui n'a rien à voir avec le goût. Là, les deux ont un goût particulier et aussi bon, il n'y a aucun problème. Mais c'est deux termes de cuisine totalement différents entre le fait de dauber comme un bœuf en daube avec le vin rouge ou faire glacer avec le vin blanc. Donc pour remplacer le vin rouge de Marina, nous on va mettre à Rome donc la sauce tomate. Pourquoi mettre la sauce tomate avant le mirepoix? Alors pourquoi? Parce qu'il faut que la sauce s'imprègne des sucs de la viande et de l'alcool qui a disparu. Donc la sauce tomate va absorber tout. Voilà, donc ça s'appelle le ragoût, le ragouté, donc le ragoût italien, et il faut que la sauce tomate prenne déjà le goût de la sauce. Et la sauce, ça cuit combien de temps? Alors celle-ci a cuit 4 heures ce matin. Un peu de laurier, un peu de sauge, un peu de romarin, un peu d'huile d'olive, et la sauce donc doit recouvrir un peu la viande. Voilà. Ensuite, le mirepoix continue toujours de fondre. Et vous voyez qu'on a diminué de moitié par rapport à tout à l'heure. On avait donc une poêle tout à fait haute, et là donc le mirepoix lui se diminue au fur et à mesure. Encore quelques minutes et ensuite on rajoutera donc le mirepoix dans la sauce tomate et le plat en sauce. Alors il faut vraiment attendre le frémissement. Alors il faut attendre que ça frémisse. Qu'est-ce que ça veut dire frémir? Ça veut dire qu'il y a un petit bouillon qui va apparaître au niveau de la tomate, et il est pareil, l'odeur. Vous voyez la fumée et vous voyez l'odeur de la tomate qui commence à se mélanger avec la sauce. Donc au moment de ce frémissement, on peut ajouter maintenant donc le mirepoix. Et le mirepoix va donner une densité au plat et surtout à la sauce. Donc c'est ça qui va donner le fumet final. Mais la consistance à la sauce surtout.
Alors ça semble un peu inutile comme ça au départ, mais c'est primordial. Par contre, il faut que ce mirepoix fonde encore sur 2-3 heures dans la cuisson également. Alors pour que ça fonde, là on la mélange avec la sauce tomate et tous les sucres de la viande et du vin, mais il va falloir qu'on rajoute du bouillon de légumes pour redonner la possibilité de cuisson des légumes et les faire fondre au maximum pour qu'ils soient presque invisibles ensuite dans la dégustation du plat. Surtout que là, c'est un plat en 2 versions, en 2 étapes. C'est-à-dire la première étape qui sera la sauce, qui va servir pour les pâtes. Et là, on va utiliser des bucatini à la romaine. Donc les pâtes, on va dire spaghetti gros avec un trou à l'intérieur, toujours pour récupérer la sauce. Mais ensuite, on va manger la queue de bœuf en plat de viande ensuite. Et vous savez qu'en Italie, on ne mélange pas la pasta et la viande. On n'est pas comme en France où la pasta ou le spaghetti est l'accompagnement de légumes avec de la viande. Donc, on mangera la viande ensuite avec d'autres légumes. Alors, qu'est-ce qu'on mijote ici? Comment ça va à Rome? Trastevere. Trastevere. Trastevere pistachio. Bon. Alors, je te résume vite fait. Oui, oui. On a fait revenir les morceaux de queue de bœuf. D'accord. J'ai préparé la sauce tomate ce matin depuis 4 heures. Fais voir, je voilà. vais vérifier là. Voilà. Oh là là. Voilà, donc là on a vraiment le condensé bien, avec quelques herbes aromatiques pour donner du goût un peu. Oui. Voilà. Donc à peine la sauce là, voilà, même on peut rajouter même maintenant. Ah oui. Donc là j'ai fait glacer avec le vin blanc, pas avec le vin rouge que tu as fait toi. Voilà, et donc du coup le parfum est complètement différent. Voilà, totalement. Oui. Et la viande n'est pas du tout saisie de la même manière. Là on va rajouter donc, la sauce tomate. Ok. Alors que toi tu as rajouté le vin rouge. Mais toi tu mets la sauce tomate avant le mirepoix. Le soffritto, oui. Le mirepoix. Voilà, le soffritto. Le soffritto italien ou le mirepoix. D'accord. Pour que la liaison se fasse mieux. Si tu mets le mirepoix avant, la liaison avec la sauce tomate ne se fait pas. Ah, c'est une procédure différente. Ça c'est un petit secret. C'est le secret de Trasteverini. Trasteverini, d'accord. Le mirepoix doit fondre ensuite avec la sauce tomate, mais pas pendant. Ah oui. Voilà, donc c'est l'autre procédure différente. Génial. Voilà. Donc ensuite, on va mettre le mirepoix. Et une fois qu'il a voilà. un peu il faut que ça mijote un petit peu. Super. Voilà. Donc il faut que... C'est elle qui m'impressionne. Hein, cuisiner pour Marine à Miroglio, chez elle dans le Piémont, la pression est forte. Hein, la pression est forte. Alors c'est vrai qu'on est hors tes régions, parce que toi, entre Rome et la Toscane, voilà. Donc tu es en terre inconnue. Là c'est vraiment, je suis à l'extérieur. Là voilà, je suis à l'extérieur. Tu giochi fuori casa. Giochi fuori casa. Donc voilà. Et il faut que le plat soit plus la viande de ta famille dans ta région avec le vin de ta région. Donc pas celui-là. Hein, voilà. Mais alors, les pelati, tu as utilisé les pelati pour faire la sauce, c'est ça? Mais de qualité. Il faut les tomates oblongues. Hein. Ah ben voilà. Il faut et les tu as tomates pris oblongues. Cirio? Oui, Cirio. Oh, parce que Cirio, tu sais qu'il est de Nizza Monferrato. Il était, parce que maintenant le monsieur n'est plus là, c'est les... Tu m'as marqué. Since classico dal 1856. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier qui a pensé de mettre des légumes et des sauces dans les boîtes de conserve. Et la pub à l'époque, c'était la natura crea et Cirio conserve. La nature crée et Cirio conserve. Très bien. Et il avait commencé avec les petits pois. C'était un jeune garçon d'ici, qui n'était pas aisé du tout. Et il a eu plein d'idées de génie. Bien sûr. Et c'était un visionnaire. Vraiment. Et on parlera beaucoup de lui dans j'espère, dans la soirée. Voilà, exactement. Donc tu as utilisé un morceau de Nizza Monferrato. L'histoire de Monferrato. Oui, génial, super. Alors, même si c'est une recette traditionnelle romaine, il faut utiliser les produits kilomètre zéro. Kilomètre zéro. Qui sont les produits locaux
parce que la fraîcheur, c'est la fraîcheur qui va donner cette importance au plat. Donc il faut que le plat soit... Et moi je dis aussi que quand ce sont ceux du territoire autour, que ce soit les vins, les légumes, les viandes, c'est comme s'ils se connaissaient. Et voilà. Donc il y a... C'est un mariage. Un mariage de raison. Voilà, exactement. Parce que celui-là, c'est le vin de Morine d'Oscanzano, le mien. Voilà. Et tu as mis dedans... Non, là c'est le vin rouge qui va... On dit à Binarsi. Ah, ok. Donc c'est plutôt le vin qui va s'adapter à ce plat. Au tien. Voilà. Alors soit un vin du Latium qui sera un Cesarino, de Frosinone et voilà, et la Ciociaria. Parce qu'il faut un vin qui est fruité assez fort. Fruité assez fort pour que c'est là. Voilà. Et surtout baie rouge, un goût de baie rouge. Fruité baie rouge. Pour que ça aille avec le goût fort de la queue de bœuf. Voilà. D'accord. Et que le mien... Alors que le tien est déjà fait avec un fond de vin, donc là il faut un vin fruité mais qui relève le palais. Voilà, et qui est encore plus puissant. Plus puissant, mais plus parfumé, beaucoup plus parfumé. Ouais, et là le Nizza... la Generala, voilà. Tu verras, tu vas le découvrir. Oui, non, mais avec grand plaisir. Donc là je pense que ça va... Et tu sais que cette maison, les vignes et la maison étaient en face de la maison de mes grands-parents, et quand j'étais toute petite, je les voyais. Donc tu imagines, c'est une maison qui a une longue histoire. Donc là, mais la cuisine est faite d'émotions. Oui, c'est ça. Voilà, il faut pleurer quand on cuisine. Oui. Il faut mettre de l'émotion dedans, il faut mettre de l'amour, il faut mettre de l'émotion forte. Voilà, et nos ancêtres. Là, on y est. Oui, et nos ancêtres, c'était ce goût-là qu'ils avaient, et nous, on les retrouve. On essaye de le retrouver. Si on fait dans les règles de l'art. L'odeur. Alors, déjà l'odeur, le parfum. C'est le moment crucial, c'est le moment de la dégustation. Est-ce que c'est bon? Je sais pas, il faut que ça soit... C'est super bon. Mais il faut quand même bien signaler que c'est une très très bonne viande. La viande est de très bonne qualité. Voilà, et surtout, je ne sais pas si on le voit ici, mais elle est assez grasse. Ah, oui. Il faut que c'est un morceau qui est gras. Ah oui, alors regardez, la viande doit avoir du gras. Oui, il faut qu'il y ait du gras dans la recette. Donc il ne faut pas enlever... Et ce n'est pas un gras nocif, ça. Ça c'est le vrai gras des bêtes qui ont été nourries à l'herbe. Voilà. Et nourries vraiment... oui, naturellement, voilà. sans médicaments, sans... Non, voilà, on sent que c'est une viande d'une bête qui n'a pas souffert, qui a été aimée, qui a été bien traitée. Qui a été bichonnée. Bichonnée, et donc on voit voilà, ce décalage de graisse qui est on va dire genuine. Hein, genuine. Qui est donc pour la bonne santé. Parce qu'il faut manger un peu de gras. Il y a du mauvais gras, il y a du bon gras, et ça fait partie. Génial. Et la côte de bœuf a toujours été recommandée par les nutritionnistes, parce que c'était une viande qui n'a pas les mêmes nocivité que les autres viandes de bœuf, par le fait du biais que c'est une viande très musculeuse. Ah oui, parce qu'elle bouge tout le temps. Toujours, donc elle n'a pas le temps d'avoir de cette graisse nocive qui est demeurée. Et on sent là dans l'odeur, et on sent au niveau de la consistance de la viande. Oui, parce que tu l'as fait mijoter pendant... 4 heures. 4 heures. Donc. Alors, je vais couper. Où est-ce que... Alors, cette partie-là est très bien. D'accord. Pour donner ce goût sucré, on va dire, qui va enlever cette âpreté de la viande, c'est un des secrets que m'a confié donc Amedeo, le chef du Pomidoro, qui est un restaurant traditionnel qui date de 1890. Donc, et qui a toujours été dans le quartier San Lorenzo. Le quartier San Lorenzo, c'est le quartier qui est à côté de la gare de Termini. D'accord. Et donc ce quartier est réputé pour la tradition de la cuisine romaine traditionnelle. Et de la code. Et eux, de grand-père à père en fils, gardent cette tradition de cuisine traditionnelle. Alors, pour bien comprendre, parce que moi aussi je veux les secrets. Bien sûr, c'est normal. C'est le céleri. Tu le mets aussi dans le mirepoix, qui est notre sofritto italien. Le sofritto italien. Voilà. Par contre, comme c'est une viande qui est assez forte, il faut mettre ce mirepoix de manière importante. Donc coupé très fin, mais beaucoup plus important que si on faisait un ragoût de tomates traditionnel avec un peu de viande bolognaise, on va dire, la bolognaise. Donc là, il faut passer du temps à couper des petits morceaux. Par contre, en milieu de cuisson, et fin de cuisson, c'est important, un des secrets de Amedeo, du chef de ce pomino, est de rajouter du céleri
encore de nouveau pour relancer le goût du céleri et enlever cette âpreté de... Super. Alors la carotte, la même chose, c'est-à-dire que c'est un légume qui est sucré et qui va, pareil, équilibrer le plat lorsqu'on va le manger avec un peu de viande saucée mais forte. Et ces légumes légers, alors pareil, diététique aussi, légers. Mais tu les as cuits. Ça, ils sont cuits à l'eau. Ça, ils sont cuits à l'eau, rissolés un peu l'huile d'olive, mais vraiment très d'accord, ok, et que tu as rajouté à part, on voit parce qu'ils n'ont pas la sauce. Non, non, il ne faut pas qu'il y ait la sauce. Et du coup, ça permet d'avoir un petit goût frais. Mais alors, je me trompe ou il y a comme un goût d'agrumes, alors voilà, là, on ne peut rien lui cacher. Elle a un palais de cuisinière, donc elle détecte les derniers petits secrets. Donc ça, c'est les secrets de ma famille à Rome, de mes tantes, qui cuisinaient également la queue de bœuf fréquemment, puisque c'est un des plats, on va dire, pauvres, et que les cuisinières romaines font le dimanche pour accueillir la famille entière, parce que c'est un plat qui est consistant, mais qui fait un plat complet avec les pâtes, les bucatines surtout qui sont assez épaisses, et donc ensuite le morceau de bœuf avec quelques légumes. Donc c'était déjà un plat complet pour il pranzo della domenica. D'accord, mais là... Et ce secret, j'essaie de noyer le poisson pour pas te le dire. Tu tournes autour, mais il ne veut pas me dire qu'est-ce qu'il a mis. Et l'été, on a besoin d'avoir un petit peu de fraîcheur dans le palais. D'accord. Donc le fait de râper un peu d'agrumes, de citron et d'orange. Citron et orange. Voilà, il faut les deux. Ok. Parce que le citron amènerait trop d'acidité, d'amertume. Et l'orange, lui, va ramener ce côté sucre. Voilà. Génial. Mais c'est vrai que après avoir avalé le premier morceau, on a cette fraîcheur qui nous rafraîchit le palais. Et il nous permet de manger un autre morceau. Voilà. Oui, mais alors, tu dis que c'est un plat complet, mais rassure-moi, on ne met pas dans la même assiette les pâtes avec la viande, alors, avec ces gros morceaux. En France, on peut le faire. En Italie, non. Voilà. On est dans la tradition del primo, donc qui doit être la pasta avec sa sauce, avec la sauce qui a mijoté avec Donc on prend un peu de sauce. Voilà, on prend la sauce. Et on la garde pour les pâtes. Et on la garde pour les pâtes. Et ensuite, après qu'on ait mangé donc i rigatoni, la romaine et avec ces deux sauces, on sert le secondo. D'accord. Et le secondo, c'est simplement un morceau de viande avec quelques légumes. Avec ces légumes, ok, parfait. Pourquoi quelques légumes? Parce qu'on a déjà mangé des pâtes qui nous calent un peu l'estomac. Donc ensuite, ça devient une dégustation. Donc on a toujours des viandes très très fines en Italie. On va dire que c'est plutôt un rôti, c'est plutôt une tranche de jambon. Voilà. On se couper en forme de tranche de jambon, on n'aura pas des viandes avec une épaisseur comme on a en France. Oui, ok, parfait. Donc là, c'est aussi rassuré. Oui, tout à fait. Non, mais là, c'est la classe. Alors, tu m'as raconté qu'il ne faut pas manger avec Normalement, il faut manger avec les doigts. Et à Rome, on va te mettre une énorme serviette. Presque un drap, on va dire. Et les gens ont le droit de manger et ensuite de s'essuyer la bouche et les mains avec l'ensemble. Donc on aura plutôt un visage de clown, on va dire, avec mais c'est là qu'on va apprécier toute la saveur du plat. Oui, parce que... et le fait de grignoter l'os pour manger entre pour arriver à les parties, voilà. Et c'est ça qui va être un peu comme la côte de bœuf. On va dire, voilà, une côte de bœuf, les vrais gourmets vont vouloir manger l'os, voilà. Bien racler l'os. Quand je vois dans des restaurants, les gens mangent la côte de bœuf mais n'osent pas manger l'os. Comme moi. J'ai envie de leur dire, vous me passez l'os? Ah oui. Je vous laisse la viande, mais donnez-moi l'os. Bon, donc du coup, je vais goûter les pâtes. Et la pasta. Et voilà, la pasta. Ok. Alors, ecco les bucatini romains, donc des pâtes assez épaisses, avec un trou à l'intérieur, pour conserver le sucre de la sauce. Et toujours, pas du parmesan, mais pecorino romano. Pecorino romano. Car il a un goût un peu plus fort et prononcé, qui se marie très bien donc avec les recettes de la romanité. Voilà, mais il y a un truc, c'est que là tu nous l'as fait à la française. Non, là c'est à la romana. Mais attends, mais tu as vu combien de sauces il y a par rapport à tous ces pâtes? Alors, les Romains, ils aiment bien voir la forme de la pâte. Ah,
ils veulent voir les pâtes. Voilà, c'est-à-dire que si on remplit de sauce, on va plus savoir qu'est-ce qu'est la pâte, qu'est-ce que la forme de la pâte, qu'est-ce que la forme de la sauce. Donc ils veulent vérifier bien. Ils sont très exigeants sur, comme là c'est pour cette recette, c'est vraiment les bucatini. Bucatini, c'est avec... Parfois, c'est les rigatoni. Oui. Mais sinon, c'est cette pâte-là qui est adaptée. Attends, moi j'avais amené ça. Voilà. Donc voilà, c'est possible aussi. C'est-à-dire c'est des pâtes qui sont... Ça, c'était possible? Possible aussi. Donc ça, c'est les rigatoni avec une rainure ovale en ogive. Voilà. Et là, ça, on va dire, c'est les mezze maniche. Ah, mezze maniche. Donc oui. qui vont bien parce que, pareil, la sauce peut aller rentrer à l'intérieur et toujours rainurer. Parce qu'elle va conserver, arrêter la sauce, les sucs de la sauce. Elle va l'attraper, ça ne va pas glisser. Et donc, ces pâtes-là en France, on va les trouver. Bucatini, il faut vraiment aller dans un magasin spécialisé. Exactement, parce qu'on ne les trouve pas souvent. Non. Et c'est difficile à manger parce qu'ils sifflent. Voilà, et là c'est la romanité, c'est-à-dire qu'on va manger goulûment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être à côté du plat et les manger. Ah oui, oui. Et l'os ensuite, là, ça se mange à la main aussi. Voilà. Donc, après, toujours à part l'os en deuxième plat. Voilà. Pas dedans. Voilà. Hein. Mais c'est toujours donc des plats, on va dire, de gastronomie assez imposante. Oui, bien et romaine, voilà, c'est la cuisine vraiment romaine. Mais là, je suis étonnée par la sauce. Il n'y a pas de sauce, il n'y a pas un bol avec de la sauce. Et donc la surprise, c'est toujours que lorsqu'on va mélanger les pâtes, on va retrouver... Il y a la sauce en dessous. On va retrouver la sauce qui est à l'intérieur. Et le fait de mélanger, donc on voit qu'il y a un peu d'huile d'olive aussi. Et donc là, on va retrouver donc le parfum et le goût. Et on va, en remuant comme ça va remuer également les parfums de la sauce. Donc ça va... Il ne faut pas oublier que la cuisine, c'est souvent... ça doit réveiller tous les sens. C'est ça, exact. Et le cœur de l'homme, le cœur de l'âme de la femme, mais aussi tous les sens. Donc il faut qu'il y ait un côté visuel, un côté de la saveur, mais également du nez. Et donc en remuant, ça va nous remettre les saveurs de la sauce dans le nez et nous ouvrir l'appétit. Ah, ben voilà. Alors, je voulais te dire, mais c'est comme à la cantine. Non, eh ben non, c'est pas comme à la cantine. Donc il y a beaucoup de codes. Il y a beaucoup de codes à respecter dans la cuisine. C'est bien ça. Attends. Ah oui. Alors, maintenant on va goûter. Oui. Non, mais c'est drôle cette histoire que c'était caché en dessous. Alors, maintenant, ça c'est pire que les spaghettis. Parce que vous voyez comme ils glissent et comme ils sont gros. Et donc là, c'est une grande habileté pour les manger. Voilà, mais bon, on voit que tu as l'habilité de manger des pâtes. Et ça siffle. Voilà, donc là on n'est plus dans la belle et le clochard, parce que là ça leur fait éclater le sifflet. Donc là, non, là c'est vraiment... Et c'est super bon. C'est la sauce vraiment. Et il faut une pâte qui soit consistante, ou celle-ci qui conserve avec les rainures, donc la sauce, pour qu'on apprécie vraiment dans le palais la qualité et la force de la sauce. La sauce étant forte, il faut des pâtes qui sont costauds. Costauds, voilà. Exactement. Qui emprisonnent la sauce. Emprisonnent la sauce. Alors, j'ai envie de mettre encore une théorie, une théorie à moi, pas encore une théorie, c'est que le fait de la mettre sans la sauce, ça crée un peu de collants. Oui. Et ça aide à les attraper. Et ça aide à les attraper ensuite. Et oui, voilà l'astuce. Bonne idée. Parce que sinon, quand il y a la sauce, ça glisse. Non, moi, également. Je le fais avec des sauces. Et je vois que j'arrive pas à les attraper. Et là, quand même, j'arrive à les attraper. Et pareil, ensuite, on peut rajouter facilement. Ça aussi, ça aide, pas seulement le goût, mais les attraper. À les attraper, parce que ça va continuer dans le collant. Voilà, c'est ça, c'est qu'elle colle. Et donc, au fur et à mesure, on peut rajouter aussi bien ce pécorine. Il y a des pâtes qui elles sont encore vivantes. Hein. Ah non, mais c'est super. Donc, alors, il y a pire encore, c'est la pasta de Viterbo. Pourquoi? Qu'on appelle, ce sont les pâtes lumacheoni, donc ce sont les pâtes limaces. Comment? Et donc elles sont encore plus grosses et plus épaisses. Et on dit que dans la tradition de l'Antiquité, ces pâtes étaient mélangées avec les vraies limaces. Donc il fallait que ça garde comme des vers de terre, etc. Parce que
À l'époque, on mangeait des insectes. On n'était pas aussi c'était des limaces, Des limaces, on va dire, jeunes qui étaient là, et donc la pâte est aussi grosse que là. Donc le nom de la pâte est toujours resté, elle est un peu plus réduite bien sûr. Alors ça tu m'as... Mais on ne la mange pas avec les limaces, on la mange avec de la viande. Génial. Très musculeuse. Ah oui, parce qu'elle mange autant. Oui. Donc elle n'a pas le temps d'avoir de cette graisse nocive qui est demeurée. Okay. Et on sent là. È stato incisa, l'unica proprio incisa. Sì, scusate. Lei era il Torino. La pasta della coda alla piemontese di Marina non ha difetti, è la piemontese delicatissima. Quella di Patrice è la vera coda alla vaccinara romana. Sono due piatti diversi da uno all'altro. Molto buona la tua, molto buona la romana, perché la piemontese, noi piemontesi siamo abituati a assaggiare non quei sughi potenti, forti, molto delicati, meno aggressivi. La romana lei è la sua morte. Per me sono buone tutte e due. E poi minimo lungo la settimana, quando tutto lì fila liscio, lei ha un pochettino diversi, 200/3. il gusto più intenso per il piatto di Patrice, più delicato quello della Marina, però mi sono piaciuti tutti e due, per cui faccio i miei complimenti, veramente un ottimo piatto per tutti e due. Un petit peu légère, mais on a additionné du poivre, alors il a pris son corps, il y a eu la saveur vraiment forte et un plat gourmand, pas agressif, et je l'ai trouvé, il m'a amusé, simplement. Alors, je crois que Madame Marina, c'est une bonne chef. Voilà, comme ça. Et en italien? Di Marina ottimo, per la sua leggerezza. Ok. Quello di Patrice ottimo, però leggermente più concentrato e quindi più pesantino, però diciamo che tutte e due sono ottime. Grazie. Il piatto di Marina molto buono, più delicato, quello di Patrice molto buono, molto forte, è un piatto veramente importante, bravi entrambi, grazie. C'est une chanson qui nous ressemble. Moi qui t'aimais, toi qui m'aimais, nous étions tous. Merci, merci di tutto. Grazie a voi di essere venuti. Fino qui a questo